Bon, je crois qu'on peut commencer. Madame la Présidente de l'Assemblée des régions d'Europe, Monsieur le Secrétaire général du programme Eurodyssée, Monsieur le Secrétaire général de l'Assemblée des régions d'Europe, Monsieur le chef d'unité de la DG Emploi et Affaires sociales de la Commission européenne, Madame et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, merci pour être ici avec nous pour ce Forum Eurodyssée 2011. Forum qui réunit des responsables venant des 4 coins d'Europe. Je remercie particulièrement mes collègues italiens qui sont là et Madame Porro de Tecnostruttura qui représente officiellement toutes les autres régions italiennes. Je suis malheureusement dans l'obligation d'excuser l'absence de notre président du gouvernement, Monsieur Augusto Rolandin. La crise économique italienne lui a imposé une réunion à Rome ce matin, une réunion entre l'État et les régions italiennes. Et il ne pouvait pas évidemment manquer. Il m'a prié de donner lecture de son intervention, chose que je vais faire immédiatement avant d'ouvrir officiellement avec Madame Saban. Mesdames et Messieurs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord, en mon nom personnel et au nom de la communauté valdôtaine, de souhaiter à vous toutes et à vous tous la bienvenue en Vallée d'Aoste et de vous remercier pour votre participation au Forum Eurodyssée que notre région a le plaisir d'accueillir cette année. Un grand merci à Madame la Présidente de l'Assemblée des régions d'Europe, Madame Michèle Saban, et à Monsieur Rui Bettencourt, secrétaire général du programme Eurodyssée, pour avoir bien voulu être à nos côtés dans cette journée d'ouverture, ainsi qu'aux prestigieux intervenants qui vont apporter leurs précieuses contributions tout au long de la matinée. C'est réellement un grand plaisir pour moi d'accueillir ce forum dédié au premier programme de l'ARE, conçu et mis en place dès 1985. 1985, année de naissance de l'Assemblée des régions d'Europe, alors appelée Conseil des régions d'Europe. La Vallée d'Aoste était là depuis le début et immédiatement après l'Assemblée constitutive du 15 juin 1985 à Louvain-la-Neuve en Wallonie, en août 1985, elle adhère officiellement par une délibération du gouvernement que j'avais l'honneur de présider. Ceci témoigne d'une attention toute particulière que notre région a réservée depuis toujours aux initiatives visant à la construction d'une Europe respectueuse des principes de subsidiarité et de complémentarité entre les niveaux régional, national et institutionnel. Nous partageons pleinement les objectifs fixés par l'Assemblée des régions d'Europe et notamment promouvoir le rôle actif des régions et améliorer leur participation institutionnelle au sein des organismes européens, renforcer le dialogue et la consultation, la coopération entre les régions d'Europe. Dialogue et coopération d'autant plus indispensables en ce moment de crise économique où les inévitables retombées négatives sur le marché du travail imposent une discussion serrée sur l'avenir de nos jeunes qui risquent de subir davantage cette conjoncture défavorable. Un dialogue qui doit aboutir à un renforcement des rapports de collaboration entre institutions, entreprises et sociétés civiles, favorisant ainsi l'accès au travail de nos jeunes. Le programme Eurodyssée, auquel notre région adhère depuis 3 ans, donne la possibilité aux jeunes participants d'acquérir de nouvelles compétences qui peuvent être valorisées sur le marché du travail, de se perfectionner en langue étrangère et permet aux entreprises de s'ouvrir à l'Europe et participer directement à la formation des jeunes travailleurs. La Vallée d'Aoste, après une phase expérimentale sous l'égide de la République et Canton du Jura, qui nous a gentiment parrainés, devient membre effectif du programme en 2008. Depuis lors, 27 jeunes valdôtains ont eu la possibilité de partir en stage à l'étranger et 23 jeunes Européens ont été accueillis chez nous. Ce sont là, évidemment, des chiffres modestes, mais si nous les comparons à la taille de notre région,
deviennent tout à fait significatifs et démontrent bien, d'une part, l'intérêt de nos jeunes de se confronter avec d'autres réalités, et de l'autre, la disponibilité croissante de la part des entreprises à accueillir des travailleurs étrangers. Les financements nécessaires à la réalisation du programme ont été, dans un premier temps, assurés par des fonds régionaux. Actuellement, le programme est entièrement pris en charge par le programme emploi 2007-2013, cofinancé par le Fonds social européen sur l'axe 5, coopération transnationale. Fonds social européen qui nous a consenti d'agrandir et de développer une importante offre de formation professionnelle, favorisant ainsi l'occupation et garantissant une qualification accrue du travail et des entreprises. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir M. Michel Lehne, chef d'unité de la DG Emploi et Affaires sociales de la Commission européenne, qui nous parlera de la future programmation des fonds européens pour l'emploi. Future programmation qui, je l'espère, saura tenir compte du moment difficile que nous traversons et nous permettra de continuer à l'affronter avec détermination, car j'estime que si nous saurons miser sur les excellences, sur la recherche, sur l'innovation et sur l'essor des compétences, nous pourrons peut-être inverser la tendance actuelle et pourquoi pas créer de nouveaux emplois. Le défi qui se présente est certainement important, mais je veux croire que nous saurons le relever à condition que tous les acteurs du système, institutions, entreprises, partenaires sociaux, continuent à mettre en œuvre leur savoir-faire, leurs ressources, leurs compétences, comme ils l'ont fait jusqu'à présent. De notre part, nous continuerons à réserver une grande attention au monde du travail afin de dépasser les difficultés actuelles et tâcher d'assurer un avenir serein aux nouvelles générations, car elles représentent bien l'avenir de nous tous. Avant de conclure, permettez-moi de remercier le secrétariat général de l'Assemblée des régions d'Europe, le secrétariat du programme Eurodyssée, le comité de pilotage et bien entendu la structure régionale de l'Agence pour l'emploi pour l'organisation de cet événement. À vous toutes et à vous tous, les meilleurs souhaits pour un excellent travail tout au long du forum et un très agréable séjour en Vallée d'Aoste. Et maintenant, pour l'ouverture officielle du Forum Eurodyssée 2011, j'ai le plaisir de donner la parole à M. Rui Betancourt, secrétaire général du programme, directeur régional emploi, jeunesse et formation professionnelle de la région autonome des Açores. Merci beaucoup, Adriana. Madame la Présidente de l'Assemblée des régions d'Europe, Madame Michel Saban, Madame Adriana Vierin, cher ami, Monsieur Michel Lehne, Monsieur Klaus Klieb, secrétaire général de l'Assemblée des régions d'Europe, mes chers amis, j'aimerais tout d'abord remercier la présence de Madame Michel Saban, la présidente de l'Assemblée des régions d'Europe dans ce forum. Je dois dire tout de suite que Madame la Présidente a été toujours une présence très active à nos côtés, un soutien très fort pour Eurodyssée, et je lui remercie encore publiquement de votre soutien. J'aimerais remercier signora Adriana Vieran e cari colleghi, cari amici della Valle d'Aosta. Voglio sinceramente ringraziarvi. Excusez, je remercie les traducteurs qui pourraient mettre ça en italien. Per l'ultima organizzazione, oltre che per la vostra eccellente accoglienza. Devo anche dirvi che avete una magnifica regione, grazie molto a tutti. Aussi, j'aimerais vous dire quelques mots sur ce forum. Vous savez, c'est un forum qui est un moment noble de fonctionnement d'Eurodyssée. Nous avons depuis quelques années pris l'habitude de nous rencontrer, de parler de nos problèmes, de renouer notre amitié, de revoir notre façon de fonctionner, de voir les nouveaux défis, de chercher des réponses à ces nouveaux défis, de voir aussi quelles sont les nouvelles réflexions qui se posent sur le moment. Et puis, donc, dans ce forum, qui est ce moment noble de notre fonctionnement, après des rencontres de comité de pilotage, nous avons 3 par an environ,
dont je parlerai demain comme secrétaire général en faisant le point sur l'activité du secrétaire général de l'Odyssée. Et donc ce moment, très important pour nous, c'est un moment aussi de réfléchir et de trouver des réponses et d'accueillir de nouveau. Nous avons cette année quelques nouveaux membres qui sont là et quelques nouveaux qui veulent être membres dans le prochain mois. J'ai parlé tout à l'heure à notre collègue de Carinthie, je vois quelques collègues de Toscane, de Lombardie qui veulent arriver à Odyssée. Et c'est donc ce forum qui est le moment important pour expliquer ce que nous sommes, comment nous fonctionnons, quelle est notre façon de faire. Et dans ce forum Odyssée, nous avons aussi, bien sûr, demain après-midi, une occasion intéressante toute l'après-midi pour débattre quelle était notre activité, quels sont nos désirs pour la fin de cette année et l'année prochaine, et comment nous fonctionnons, quel est notre bilan. Nous ferons ça, évidemment, avec le temps de débattre avec tous. Mais aussi, cette année, c'est une année particulière parce que nous débattons, nous réfléchissons à un sujet qui est très important, toujours, mais en ce moment particulier, qui est l'emploi des jeunes et leur avenir, et quelle est la place des régions dans ce défi. Évidemment, nous sommes un programme de l'Assemblée des régions d'Europe, et nous ne pouvons pas séparer notre action comme programme de mobilité professionnelle des buts de l'Assemblée des régions d'Europe, qui est le régionalisme européen. Donc nous sommes un programme entre régions, c'est un programme d'emploi des jeunes, et dans ce cadre d'action politique des régions pour l'emploi des jeunes, nous sommes là. Et ce forum a une place particulière de réflexion à propos de ça. Et je suis très content qu'avec Val d'Aoste, nous avons pu faire ce montage de ce forum de cette façon-là. Avec des ateliers cet après-midi et demain matin de réflexion sur ces questions. Et c'est vrai que nous n'avons pas la dimension de nous occuper d'une stratégie globale pour l'Union européenne, pour l'emploi des jeunes. Mais nous avons des exemples. Nous avons une taille de quelques centaines de stagiaires par an, mais nous avons un exemple énorme. C'est un programme qui est un programme à taille humaine. Je vois par exemple ma région, les Açores, c'est une région de 250 000 habitants. Nous le connaissons tous. C'est un peu comme ici à Val d'Aoste. Et je vois tous les ans 50, 60 jeunes de l'Odyssée qui arrivent. Il y en a 10 qui restent. Et puis au fur et à mesure que les années passent, on voit ces jeunes, 10 ou 15 par an, qui restent aux Açores et qui se marient et qui font leur vie et qui font l'Europe progresser. Aussi des jeunes açoriens qui restent à Paris, qui restent à Bruxelles, qui restent à Barcelone, les architectes, des commerciaux, et c'est très intéressant. C'est des exemples, nous parlons des centaines par an, mais c'est, au point de vue exemple c'est énorme. Nous montrons les chemins. Donc, Odyssée a aussi ce but, montrer le chemin, des stratégies, et puis d'autres peuvent aussi suivre et voir ce que nous faisons. Et puis nous faisons ça avec beaucoup de plaisir. Nous savons tous que nous sommes un réseau d'amis aussi. Nous fonctionnons aussi avec beaucoup d'amitié. C'est pour ça que ce moment, c'est un moment très important, parce que nous nous revoyons et nous cultivons cette amitié. Et ça fait aussi fonctionner. Nous voulons moins de papier et plus de contact humain. Et ça, c'est très important. Et donc, technologique aussi. Et donc, nous sommes là, 26 ans après la naissance du programme, à faire ce bilan et à voir quels sont les défis que nous avons en face. Et les défis sont énormes. Nous avons des défis à l'intérieur. Cette question donne une réponse pour l'emploi des jeunes au niveau régional. Nous avons des défis de convaincre. Comme quelqu'un disait, c'est à l'ABC, c'est imaginer, bâtir et convaincre. Donc nous avons le défi de convaincre les nouveaux politiques de l'importance de cette stratégie. Il faut convaincre. Et puis, il y a aussi le défi de l'efficacité. Si, au fur et à mesure, 10 jeunes ici,
35 là, 28 là. Si nous montrons que nous sommes efficaces, c'est important, c'est déjà gagné. 28 jeunes, 30 jeunes, 14, 150, 600, c'est toujours une victoire qu'on a fait avec les jeunes pour l'emploi. Donc l'efficacité, c'est important. Aussi, il y a des choses très importantes et je remercie M. Michel Lenne d'être là avec nous. Il y a aussi des défis de financement. Nous voyons un peu que si nous pouvons résoudre le côté financement d'Eurodyssée, nous avons réfléchi au niveau du comité de pilotage, des groupes de protection Eurodyssée, nous pouvons faire un pas en avant. Nous pouvons élargir tout maintenant notre esprit d'eurodysséen, quoi. Et ça, c'est un point important aussi. Comment nous pouvons nous financer à l'avenir. Nous sommes en train d'entrer dans les prochaines 25 années d'Eurodyssée. Et donc, ces prochaines 25 années vont être sûrement différentes. Et c'est pas les objectifs qui vont être différents, sont en grosso modo les mêmes, c'est la façon de faire. Et évidemment, nous sommes là pour réfléchir à ça. Et le financement, c'est important. Un autre défi, c'est l'élargissement à d'autres. Il faut continuer cette voie. Nous sommes maintenant 42. Il y en a 6, 7 régions polonaises, irlandaises, autrichiennes qui sont en train de tourner et de rentrer en Eurodyssée. Istanbul, qui va rentrer en Eurodyssée jusqu'à la fin de l'année. Donc nous sommes en train d'élargir. Mais aussi, c'est intéressant, et Mme Michel Saban nous a montré cette voie, il faut aller au-delà de l'Europe et au-delà des frontières européennes, d'autres choses qui se passent avec d'autres jeunes. Et donc peut-être l'Europe doit être présente et l'outil de l'Europe des régions, notre Europe des régions, c'est Eurodyssée. Et donc c'est important aussi avec la Tunisie, le Québec. Donc nous avons des ouvertures très intéressantes à faire et à monter. Évidemment, c'est pas facile, mais il faut le faire. Et puis nous avons le défi de la responsabilité publique. Nous devons être efficaces et nous avons cette responsabilité auprès de notre public. Et donc, nous devons faire très attention à être vraiment bien, à que l'Eurodyssée marche bien, à qu'on sache répondre aux défis, à qu'on sache relever de nouvelles réponses à ces nouveaux défis. Et donc, nous sommes là devant des tas de choses à résoudre, mais c'est des choses très intéressantes à résoudre. Donc, je vous remercie de cette opportunité, Val d'Aoste, et je vous remercie d'être là. Et je pense que nous aurons 2 belles journées de travail, donc avec une ambiance, un environnement magnifique qui est la région Val d'Aoste. Et puis, nous ferons le bilan demain après-midi et nous continuerons ce combat-là pour l'Europe des régions où l'emploi des jeunes est central. Merci. Merci, Monsieur Bettencourt, d'abord pour les gentils mots que vous nous avez adressés et pour nous avoir conduits ici concrètement dans le programme Eurodyssée. Programme Eurodyssée, comme le disais tout à l'heure, conçu et mis en place par l'Assemblée des régions d'Europe il y a 25 ans. Donc, elle a fêté l'année dernière son 25e anniversaire à Murcia. Et cette année, c'est déjà 26. Tout comme l'Assemblée des régions d'Europe, dont Mme Michel Saban, vice-présidente de la région Île-de-France, assure la présidence depuis 2008. À vous, Mme Saban, l'honneur de conclure la première partie des travaux. Merci. Merci, chère Adriana, et merci de nous accueillir au nom du président de la région, à qui vous transmettrez tous nos voeux de relève de cette crise, qui n'est pas facile pour l'Italie et pour l'ensemble de l'Europe, mais j'y reviendrai tout à l'heure un petit peu. Monsieur le secrétaire général du programme Eurodyssée, mon cher Rui Bettencourt, Monsieur Lenne, représentant de la Commission européenne, Monsieur le secrétaire général de l'ARE, Monsieur Klaus Klipp, et vous tous, chers amis, membres et partenaires du programme Eurodyssée. Et plus particulièrement, je voudrais saluer Monsieur Rick, que j'ai avec bonheur vu ce matin, et qui me disait, il y a 25 ans, j'étais là, avec Edgar Faure, Val d'Aoste,
pour lancer les premiers programmes. Et c'est tout un honneur d'avoir votre présence ce matin parmi nous. Je vous souhaite à vous tous la bienvenue ici dans cette belle région du Val d'Aoste que j'ai découvert comme vous tous ce matin, au petit matin, ces belles montagnes qui nous saluaient du haut de leur dimension. Ce forum Eurodyssée qui nous réunit pour la 7e année consécutive, depuis son adhésion à l'Assemblée des régions d'Europe, le Val d'Aoste s'est fortement engagé en faveur d'Eurodyssée. J'y vois un signe de dynamisme pour notre programme et pour nos régions. Placer la jeunesse au cœur de notre action, la considérer comme un moteur de développement de nos territoires, c'est comprendre que notre avenir se joue dès aujourd'hui et qu'il se construit avec les jeunes et non sans eux. Merci à toutes vos équipes, madame, d'avoir préparé avec soin ce forum en coordination avec le secrétaire général d'Eurodyssée. Elle sera, vous l'avez dit, l'un et l'autre, je n'en doute pas, un succès et avec des propositions qui sortiront pour lesquelles nous ferons en sorte, avec nos régions, d'y accéder. Vous le savez, Eurodyssée est un programme emblématique de l'Assemblée des régions d'Europe. Depuis plus de 25 ans, il agit à la fois en direction des jeunes et des entreprises, en favorisant l'emploi et la mobilité de notre jeunesse en Europe. Il illustre à merveille ce qu'est l'Europe des régions et l'Europe concrète que nous voulons. Premier programme de mobilité professionnelle sur le continent. Il est un outil des régions, efficace, reconnu, qui joue en faveur de l'employabilité des jeunes. Il a permis de tisser, au fil des années, un réseau majeur d'entreprises qui ne s'arrête pas à des grandes multinationales européennes, mais mobilise aussi aujourd'hui les PME. Son succès parle de lui-même. Depuis sa création par Edgar Faure, plus de 10 000 jeunes en ont profité, au sein de 1200 entreprises, et ce, dans plus de 30 régions européennes. Actuellement, plus de 600 jeunes par an en sont bénéficiaires. Les stagiaires y ont bien sûr acquis une expérience à l'étranger et des compétences professionnelles, linguistiques et culturelles dans un environnement de travail qui ne leur était pas familier. Ils ont gagné pour la plupart un emploi dans les mois qui ont suivi la fin de leur stage. Mais ils ont surtout gagné un esprit de mobilité, un esprit européen, une adaptabilité, une ouverture à l'esprit à l'entreprise et aux réalités économiques d'aujourd'hui qu'ils n'auraient pas nécessairement trouvé ailleurs. Je crois que nous pouvons être fiers de ce bilan et de ce modèle. Il devrait même faire école pour élargir le dispositif à tous ceux qui en ont besoin. Car, mesdames et messieurs, il y a urgence pour les jeunes. Quand un jeune Européen sur 5 est au chômage, 19% en Grande-Bretagne, 25% en France, 40% en Grèce, 46% en Espagne, il y a urgence. Quand de nombreux jeunes des pays baltes, d'Europe du Sud ou d'Irlande choisissent d'émigrer ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas de travail chez eux, il y a urgence. Leur départ creuse d'autant plus les disparités régionales et nuit à long terme à la compétitivité de nos PME. Quand les études et les diplômes ne permettent plus d'accéder à l'emploi auquel ces jeunes pourraient prétendre, je dis qu'il y a urgence. Ce souci, les jeunes Européens le manifestent. On l'a vu en Espagne, lorsque les indignés ont monté leur tente sur la Puerta del Sol, ou au Portugal, sur la place du Rocio. On l'a vu ici même, en Italie, lorsque les jeunes se sont inquiétés de l'avenir de leur enseignement supérieur. On l'a constaté avec davantage de violence et de drame au Royaume-Uni, lors des émeutes de cet été. Même si les causes n'ont pas forcément les mêmes racines partout, elles expriment l'inquiétude de notre jeunesse dans l'avenir. Ils ne font pas que manifester leur inquiétude, ils réfléchissent aussi à des solutions innovantes. Il suffit de voir les multiples ateliers organisés à Madrid ou à Lisbonne pendant les sittings. C'est aussi le cas au niveau des régions. J'étais il y a une quinzaine de jours à l'ouverture de l'université d'été de l'ARE organisée avec notre réseau régional des jeunes. Ils ont certes relayé ces difficultés et ces défis que nous devons relever.
mais ils ont aussi vu l'avenir avec espoir, en voyant que dans une région ou dans une autre, les bonnes pratiques et le souci pour les jeunes portent enfin leurs fruits. Les régions se mobilisent pour l'emploi des jeunes. Le titre du forum Eurydice qui nous réunit aujourd'hui est donc plus qu'un bilan. C'est un mot d'ordre pour chacun d'entre nous. La présence de Michel Lehne, chef d'unité de la DG Emploi et Affaires sociales de la Commission européenne, que je salue à nouveau, témoigne de ce que les institutions européennes prennent ces réflexions à cœur et qui partagent nos objectifs, nos soucis et nos expériences. Je souhaite que nous puissions travailler de concert avec la Commission pour que ces politiques qui concernent nos régions, au premier chef, soient réellement mises en œuvre en Europe. La jeunesse est notre avenir, ne l'oublions pas, ne l'oublions jamais. Face à cette explosion du chômage des jeunes et dans un contexte de crise économique, le programme Eurydice conserve un énorme potentiel. Il peut donner une réponse pertinente à des dizaines de milliers de jeunes en recherche d'expérience, à des milliers d'entreprises en recherche de compétences et à plus de 270 régions membres de l'ARE si toutes étaient membres du programme Eurydice. Je suis convaincue que par cet outil de coopération interrégionale que nous pourrons aller de l'avant. De nouvelles régions s'intéressent à notre programme. Le comitat de Karlovac en Croatie, la région de Gouria en Géorgie, les Asturies en Espagne, la Voïvodie en Basse-Silésie en Pologne, la Carinthie en Autriche, le comté de Donegal en Irlande du Nord, la province d'Istanbul en Turquie. Leur arrivée témoigne de sa vitalité et de son intérêt, de la volonté politique de nos régions en faveur de notre jeunesse. Eurydice, Monsieur le Secrétaire général, a su être dès l'origine un programme innovant parce qu'il était souple et réactif. Il s'est donc adapté au contexte que nous traversons, aux besoins de nos régions et à ceux des entreprises qui créent la richesse de nos territoires. Il est aussi le symbole de l'Europe concrète, ancrée dans nos régions, qui rapproche les citoyens les uns des autres et ne se réduit pas tout simplement à des statistiques. Il est efficace parce qu'il tient compte de nos spécificités et parce que nous y retrouvons tous dans ses moyens comme dans les objectifs. À l'heure où la crise économique fragilise nos économies en Europe et touche de plein fouet le budget de nos régions, il est donc impératif de placer nos territoires dans cette dynamique commune. Il est aussi essentiel de maintenir cet effort déjà engagé depuis de nombreuses années, un effort reconnu et efficace, une valeur sûre. J'invite donc toutes nos régions qui ne participent pas encore à ce programme, et je le ferai à nouveau aux Açores lors de notre Assemblée générale, à s'investir au sein de ce réseau qui fait notre fierté au sein de l'ARE. Il redonne espoir à la jeunesse européenne, rapproche les entreprises de nouvelles compétences et, je veux le dire, nous conforte dans l'idée qu'un monde meilleur est possible. Je sais pouvoir compter sur vous et sur le dynamisme du président des Açores, M. Carlos César, président du programme Eurydice, pour poursuivre cette action avec détermination. Je souhaite ici le remercier de son action en faveur de la jeunesse et saluer le travail de Rui Betancourt, secrétaire général du programme, qui anime cette équipe avec pour seul objectif favoriser l'emploi des jeunes en Europe. Merci et bons travaux à vous tous. Merci, Madame Saban, pour votre intervention, pour vos sollicitations, que je l'espère ne tomberont pas dans les oubliettes. Maintenant, introduira les travaux du forum M. Klaus Klipp, secrétaire général de l'Assemblée des régions d'Europe, qui nous parlera des raisons de l'implication des régions dans la mobilité européenne des jeunes. À vous, M. Klipp. Merci, chère Adriana Virine, Rui Betancourt, Madame Sabon, notre présidente, Monsieur Lehne, buongiorno à tout le monde. Si je réfléchis sur le programme Eurydice, je crois que la première chose à laquelle je pense à ce mot-là, dans un contexte complexe économiquement et politique, c'est vraiment la félicitation
aux régions qui participent au programme de Odyssée, même dans ce contexte complexe dans lequel on se trouve à ce moment-là. Vous n'avez pas diminué, surtout pas dramatiquement diminué les chiffres des stagiaires qui participent dans ce programme Odyssée. Et je crois d'abord que vous pouvez vous féliciter vous-même pour une politique intelligente et de bon sens. Pourquoi Odyssée motive les dirigeants depuis 25 ans? Pour les jeunes, c'est une ouverture d'esprit, des nouvelles méthodes de travail. Ça permet d'avoir des nouvelles aptitudes linguistiques et ça permet aussi les jeunes d'essayer un peu leur adaptabilité dans des contextes différemment. Et pour les régions, ça aide d'avoir une main-d'œuvre bien formée et plus facilement employable. Ça aide un dialogue constant avec le tissu économique. Si vous êtes en discussion avec les PME qui est prêt de prendre des stagiaires, ça permet de discuter et d'être proche aux entreprises. Pour les régions, c'est aussi intéressant parce que les jeunes qui participent dans le programme Odyssée, souvent ils reviennent, ils parlent avec des autres sur leur expérience dans les régions. Alors c'est aussi une manière de faire un peu la publicité sur les régions dans lesquelles les jeunes ont fait des stages. Et je crois qu'il y a un autre moment qui est extrêmement important et qui est un peu différemment avec les programmes qui existent de l'Union européenne. C'est le fait que c'est clair qui a organisé ça, qui a la responsabilité, d'où est venu l'argent. Parce que dans le contexte d'Odyssée, les jeunes, ils peuvent participer s'ils sont les citoyens d'une région qui est dans le programme d'Odyssée et ils sachent que c'est cette région qui a permis à eux de participer dans ce programme. Ce n'est pas quelqu'un jette de l'argent aux jeunes qui dit après, maintenant tu te débrouilles et tu fais quelque chose en Europe, mais c'est quelque chose qui est très concrètement relié à la région de laquelle une jeune personne vient. Et tout ça que j'ai juste dit, si on regarde les statistiques sur Odyssée, c'est réfléchi par les statistiques, ça veut dire les résultats concrets. Tout d'abord, les entreprises, ils veulent encore et plus de stagiaires de Odyssée. Moi, j'ai vu les chiffres là, au-delà de 90% des entreprises sont contents avec leur expérience. Ils veulent bien encore prendre des stagiaires. Les jeunes, comme nous le savons, qui ont participé dans ce programme Odyssée, après, beaucoup plus facilement et assez vite trouvent un emploi. Ça fonctionne même dans les contextes où il y a des régions qui utilisent le programme Odyssée pour les jeunes qui sont un peu dans une situation défavorable, même avec des gens comme ça. Après, ça aide beaucoup de trouver un poste de travail. Il y a un esprit européen aussi, parce qu'on se déplace dans une autre région, dans un autre pays en Europe, et ça aide à comprendre que nous ne vivons pas juste dans notre ville, dans notre région, dans notre pays dans lequel nous sommes nés, mais que nous travaillons dans un contexte européen. Et à la fin, c'est quelque chose, tout ce programme Odyssée qui est géré par les régions mêmes qui participent dans ce programme, qui fixent leurs propres règles et qui se réunissent une fois par année ici pour discuter sur l'avenir de ce programme et est-ce qu'il faut faire des changements et des choses comme ça. Alors c'est une autogestion, si vous voulez, qui est assez à l'aise avec toutes les questions bureaucratiques. Et je crois que c'est un autre point assez important. Le programme, si je regarde Odyssée dans le contexte de l'Assemblée des régions d'Europe, le programme Odyssée, c'est un programme très concret, comme toutes les autres activités de l'art.
nous avons 3 piliers dans lesquels nous travaillons dans le contexte de l'Assemblée des régions d'Europe. D'abord, c'est le lobby à Bruxelles et ailleurs pour les intérêts, pour les régions. C'est le savoir et c'est l'action concrète. Et le programme Odyssée, c'est un des programmes, une des activités de l'Assemblée des régions d'Europe dans le contexte des activités concrètes. C'était la première, c'était dit déjà ce matin, c'était la première activité pour la jeunesse dans le contexte de l'Assemblée des régions d'Europe, mais on n'a pas arrêté à ce point-là. Il y a aussi d'autres activités qui concernent la jeunesse parce que les élus actifs dans le contexte de l'art, parce que les élus actifs dans le contexte de l'art sont convaincus que c'est important de travailler avec la jeunesse. Il y a le réseau des parlements de la jeunesse, le réseau des régions, des parlements régionaux de la jeunesse. Dans le contexte de l'art où les gens travaillent ensemble, les jeunes travaillent ensemble, nous avons l'université d'été de la jeunesse dans le contexte de l'art et nous avons commencé aussi à travailler sur les questions de l'entrepreneuriat des jeunes. Qu'est-ce que peut des régions faire pour aider l'emploi des jeunes et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour motiver les jeunes à devenir entrepreneurs, parce que ça c'est aussi une possibilité de l'emploi. On est en train de faire cette année 4 peer reviews sur la question de l'emploi des jeunes. Il y a un qui commence, je crois, la semaine prochaine ou les jours qui viennent en Vojvodina. Il y a d'autres à Hampshire, à Krapina, en Croatie et dans les Açores même. Et ce sont des peer reviews où des experts de plusieurs régions viennent ensemble pour regarder comment faire une région dans ce contexte d'emploi des jeunes et qu'est-ce qu'il peut faire pour faire plus pour aider l'emploi des jeunes. Pour conclure, on a juste entendu qu'il y a plus en plus des régions qui adhèrent depuis des années dans le programme Odyssée. Moi, je voudrais bien qu'il y ait même plus de régions qui adhèrent. On a dans l'art 270 régions. Et je crois un jour, il faut arriver que tous les régions membres de l'art font partie aussi du programme Odyssée. Et moi, je voudrais bien remercier le comité de pilotage qui est géré par Louis Bettencourt pour tout le travail que vous avez fait pendant les années et que vous continuez à faire. Sans l'engagement des gens qui sont actifs dans le comité de pilotage, un programme comme Odyssée ne peut pas vraiment exister et vraiment être un succès comme il est. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Klipp. On entre maintenant dans le vif des arguments qui avaient été fixés par le comité de pilotage lors de la préparation de ce forum. J'ai donc le plaisir de donner la parole à Monsieur Michel Lehn, chef d'unité des DG Emploi et Affaires sociales de la Commission européenne. La Vallée d'Aoste a déjà eu plusieurs fois l'honneur d'accueillir Monsieur Lehn et pour les comités de suivi du Fonds social européen et pour d'autres événements sur le thème de l'occupation et des jeunes. La dernière fois, c'était en 2009, à l'occasion de la Semaine de la Recherche. Merci de tout ça. Monsieur Lehn, à vous la parole. Merci. J'ai compris que le français était la langue de travail. Donc, habituellement en Italie, je parle italien, mais bon, donc cette fois-ci, je parlerai français. Je dis, pour moi, c'est à la fois un plaisir d'être ici, bien évidemment, mais aussi un défi, parce que c'est la confrontation du micro et du macro, là, tout à fait. Bon, d'un côté, un projet innovant, très intéressant par ses modalités de gouvernance, mais qui concerne 600 jeunes. De l'autre côté, le Fonds social qui bénéficie à plusieurs millions de citoyens européens chaque année.
d'un côté un budget que je ne connais pas, de l'autre côté le Fonds social qui dans la période de programmation actuelle dispose de 76 milliards, 84 dans la prochaine période de programmation. On est donc dans des ordres de grandeur tout à fait différents. Ceci dit, comme j'ai l'habitude de le dire, et comme mon expérience professionnelle, notamment quand j'étais à l'agriculture pour m'occuper du développement rural, me l'a prouvé, tout part du local, et tout est local. Et tout dépend de la bonne volonté et de l'innovation et de la capacité à travailler en réseau des acteurs. Mais je voudrais tout de même replacer vos travaux et cette activité dans le cadre européen. Et dire, puisque je sais que c'est attendu, quelque chose des modalités d'intervention des fonds structurels dans la prochaine phase de programmation, même si rien n'est encore décidé, mais je veux dire, tout est sur la table. La première chose et le point de départ, je pense, c'est de se rendre compte que la crise, d'abord la crise est loin d'être terminée. Elle a déjà eu, on avait pensé l'an dernier que c'était fini, que la reprise économique était là et que l'emploi suivrait plus tard. On se rend compte qu'il n'en est rien du tout. Les dégâts sont déjà tout à fait colossaux puisque le niveau de la production industrielle a pris, je veux dire, on est retourné au niveau des années 90. Près de 8 millions de chômeurs ont été ajoutés en 18 mois. Et la croissance est tout à fait en panne, et c'est rien de le dire. Je veux dire, dans plusieurs pays du Sud, on est même dans une décroissance très nette. Donc, il y a, comme le disait d'ailleurs votre présidente, de plus en plus urgence à agir, notamment en faveur des jeunes, mais ce qu'il faut, c'est préparer un futur pour éviter que ce genre de situation ne perdure. C'est ce que l'Union européenne s'emploie à faire. Et la stratégie qui avait été décidée avant la crise trouve encore davantage sa pertinence avec la crise. Cette stratégie qu'on appelle Europe 2020, qui fait suite à la stratégie de Lisbonne. Les trois piliers sur lesquels s'appuie cette stratégie sont d'une actualité tout à fait brûlante, puisque c'est la seule façon de préparer un avenir viable, c'est d'avoir une croissance qui repose sur l'intelligence, et donc notamment l'intelligence des jeunes, donc sur une formation de qualité et une formation qui soit adaptée aux besoins des entreprises. Qui dit intelligente, c'est aussi mettre un accent très fort sur l'innovation et la recherche. Le deuxième composant de cette stratégie Europe 2020, c'est d'avoir une croissance qui soit inclusive, enfin qui est capable d'intégrer l'ensemble des citoyens, qui ne laisse au bord du chemin idéalement personne, mais donc il y a le souci permanent de faire en sorte que les mesures et les programmes qui sont décidés soient des programmes qui ne soient pas discriminants, qui corrigent les inégalités et qui luttent contre la pauvreté. L'Union s'est fixé des objectifs très ambitieux de réduction de la pauvreté, qui, avec la crise, va croissant. Et la troisième composante de cette stratégie, c'est de faire en sorte qu'elle soit soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne cesse de détruire la planète. Et là, il y a des gisements colossaux pour l'emploi, que ce soit ce qu'on appelle les emplois verts, ou plutôt le verdissement de l'ensemble des emplois. Donc, ces trois piliers que cette stratégie essaye de mettre en synergie ont besoin d'outils. Et l'essentiel des outils dont l'Union dispose pour mettre en œuvre cette stratégie, ce sont les fonds structurels. Et là, on est vraiment dans le domaine du macro, puisque, grosso modo, que ce soit pour l'actuelle phase de programmation ou pour la prochaine, les chiffres resteront à peu près inchangés. On s'approche de 400 milliards d'euros à disposition des fonds structurels, dont, je le disais, dans la prochaine phase de programmation, quelque chose comme 84 milliards pour le Fonds social européen, donc pour toutes les activités en faveur des aides à l'emploi, de la formation, de l'insertion des personnes en difficulté et de une meilleure gouvernance des territoires et
des administrations, disons. Bon, ça, je dirais, c'est le chapeau politique. Concrètement, comment tout cela se réalise, je ne vais pas entrer dans les détails, mais comme vous le savez, il y a plusieurs fonds structurels. Bon, le fonds social que je représente, il y a le fonds de développement régional, avec lesquels nous travaillons en étroite coopération et sur le terrain, parce que l'ensemble de ces fonds sont des fonds qui sont co-gérés, hein, ce n'est pas géré à Bruxelles, ça c'est géré par les régions, par les États, par les autorités locales, et donc il y a une articulation entre ces interventions. Là, il y a le fonds, ce qu'on appelle maintenant le FEADER, enfin l'ancien FEOGA, donc le FEADER, le fonds de développement rural et agricole, et puis le fonds de la pêche. Il y a d'autres instruments pour la recherche, etc. Mais je m'en tiens au fonds structurel. Il y a donc ces 4 fonds. La nouveauté, je dirais, de la prochaine période, c'est que on va faire en sorte que l'activité de ces 4 fonds, et pas seulement celle du Fonds social et du Fonds de développement régional, soit au service exclusif de la stratégie Europe 2020. Alors, c'est peut-être un des éléments les plus intéressants et les plus utiles à anticiper pour les gestionnaires régionaux, parce qu'il va falloir travailler ensemble, sans doute plus qu'on ne l'a fait par le passé. Concrètement, ça va vouloir dire que la Commission va établir, ce sera au début de l'année prochaine, puisque pour vous donner une idée du calendrier, le règlement horizontal, le règlement d'ensemble de tous ces fonds structurels va être publié, pas la date, je l'ai, mais la semaine prochaine, je pense, adopté et publié la semaine prochaine. Les propositions de la Commission sur les perspectives financières sont bien connues. Les règlements de chacun de ces fonds seront publiés au mois de novembre. Bon, tout ça, évidemment, va être débattu au Conseil et au Parlement, mais les propositions que fait la Commission sont des propositions qui tiennent déjà très largement compte de toutes les consultations qu'on a eues avec le Conseil et le Parlement, donc il ne devrait pas y avoir de changements dramatiques, enfin, dramatique c'est anglais, de changements considérables du contenu. Et donc, au début de l'année prochaine, il y aura l'élaboration de ce qu'on appelle... La terminologie change à chaque fois. Ça va s'appeler le cadre stratégique commun, Common Strategic Framework, ou Quadro Strategico Unico, c'est-à-dire un document qui va concerner l'ensemble des États membres et qui va dire, voilà, la stratégie 2020, Europe 2020, voilà comment nous la soutenons à travers les fonds. Voilà quels sont les objectifs chiffrés, voilà quels sont les axes politiques, et c'est en quelque sorte le mandat de négociation de la Commission, à approuver évidemment par le Parlement et le Conseil. L'étape suivante, donc dans le premier semestre 2012, ce sera de négocier avec chacun des États membres un contrat de partenariat qui, lui, rentrera beaucoup plus dans le détail, qui, autour de priorités en nombre plus restreint qu'aujourd'hui, fixera des objectifs, définira les modalités de mise en œuvre. Bon, est-ce que dans chaque région, on veut un programme, plusieurs programmes, un programme pour le Fonds social et un autre pour le FEDER, un programme unique, etc. Pour ceux qui ne sont pas des gestionnaires de fonds, je passe vite, mais ceux qui sont des gestionnaires de fonds savent que ces questions sont tout à fait fondamentales et qu'elles peuvent tout à fait conditionner l'efficacité de la mise en œuvre. J'en viens parce que pour l'essentiel, il n'y a pas de changement, je dirais, dans les outils qu'on utilisera. Par contre, la philosophie change. La philosophie change et elle change sur, je pense, 3 points. Tout d'abord, un accent beaucoup plus fort sur les résultats. Et les résultats et sur les conditionnalités à la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, et c'est pas d'hier, qu'un certain nombre de régions
pas le Val d'Aoste, bien évidemment. Mais puisqu'on est en Italie, descendons vers le sud, et je n'ai pas besoin de donner de nom. Qu'un certain nombre de régions ont des difficultés colossales à utiliser ces instruments. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conditions ex ante et ex post, pour parler comme les économistes, technocrates, qui ne sont pas remplies. Ex ante en ce sens que les conditions ne sont pas là pour utiliser efficacement des sommes, des enveloppes qui sont substantielles. Parce que bon, là où, je m'occupe aussi des pays nordiques, là où pour la Suède, l'intervention du Fonds social représente moins de 1% des dépenses de l'État en matière de politique sociale, d'emploi et de formation. Si vous regardez, restons simplement en Italie, si vous allez en Campagne ou en Sicile, même s'il y a d'autres fonds très substantiels transférés de l'État aux régions, on s'approche des 20% tout de même d'intervention. Et si je vais en Pologne ou si je vais en Roumanie, je me suis aussi occupé de la Roumanie, là, on est l'instrument principal. Donc, si l'administration, les partenaires ont la capacité de gérer ces fonds, c'est-à-dire des modalités de gouvernance interne correctes, la capacité à créer des projets, à susciter des projets, à faire travailler ensemble des partenaires, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, je dirais le remède est presque pire que le mal, parce que vous faites parvenir des volumes considérables de financement dans des territoires qui, évidemment, le sable absorbe toujours l'eau, mais ne restitue rien. Et donc, le risque, c'est que cet argent serve à d'autres choses que je ne nomme pas, et non pas à créer de la croissance et de l'emploi. Donc, nous allons insister beaucoup plus sur la vérification que les conditions sont là pour un usage efficace et intelligent des ressources. Et puis, on crée, je ne suis pas sûr que le Conseil maintienne ça, mais ce serait tout de même souhaitable qu'il le fasse. On propose de créer une réserve, c'est-à-dire pas tout distribuer, une réserve modeste, 5%. Que 5% ne soit pas distribué immédiatement, mais qu'en fonction des résultats obtenus, les États membres ou les régions qui auront été les plus efficaces bénéficient de ce 5%. Et créer un peu de stimulation et de récompense, je dirais, des bonnes pratiques. Ça s'était fait dans le passé, ça avait déclenché quelques grincements de dents, mais je pense que ça vaut la peine effectivement d'y revenir. La deuxième différence, je crois, en termes de philosophie, c'est une approche beaucoup plus intégrée et plus territoriale. La question n'est pas d'être plus ou moins territoriale, parce que, par exemple, le fonds régional est par définition territorial, mais plus centré sur une analyse intégrée des besoins d'un territoire. Et j'ai noté avec plaisir que la Commission a retenu dans le règlement horizontal pour la prochaine période un concept que j'avais fortement contribué à créer lorsque je m'occupais de l'agriculture et du développement rural, qui est celui de groupe de développement local, donc LEADER, l'initiative LEADER, les groupes d'action locale. Le concept revient d'une façon horizontale. Donc, ce n'est pas seulement en matière de politique de développement rural, mais d'une façon tout à fait horizontale. Le règlement va encourager des approches intégrées, pilotées par des groupes locaux. Je veux dire, on parlait à très juste titre précédemment de l'utilité de la proximité, de l'autonomie de gestion des acteurs qui connaissent bien le territoire et que les bénéficiaires sachent bien qui sont les gestionnaires de ce programme. Je crois que ça va dans ce sens-là. Évidemment, on ne va pas gérer 376 milliards d'euros sous forme d'approche intégrée locale. De toute façon, ça n'aurait aucun sens pour les réseaux de transport ou d'énergie. Mais à chaque fois que cela fait du sens, je crois que il y a une plus-value qui est tout à fait importante. Dans le même esprit, une utilisation beaucoup plus soutenue des instruments d'ingénierie financière
qui ont donné de bons résultats, enfin pour les États membres qui sont habitués à gérer ces outils, mais la Commission mettra à disposition, je dirais, des outils tout faits. Il y aura juste à signer et utiliser l'outil tel quel pour sortir des complexités qu'on a connues. Le dernier point sur lequel on parle, moi il y a 32 ans que je travaille à la Commission, dont pas mal d'années dans tous les fonds structurels, à chaque nouvelle phase de programmation, tout le monde dit on va simplifier. Ça va être beaucoup plus simple. Et pour finir, c'est toujours un petit peu plus compliqué, malheureusement. Alors, j'ose à peine dire que c'est évidemment dans les propositions de la Commission de faire une simplification radicale. Qu'est-ce que ça deviendra? Ceci dit, il faut être honnête, ce n'est pas le niveau européen qui complexifie. Hein. Nous, on propose des choses qui sont déjà suffisamment compliquées, mais les États membres et les régions en rajoutent des couches tout à fait colossales. Hein. Bon, donc, qu'est-ce qu'on propose qui peut changer la réalité, non seulement pour les gestionnaires, mais pour les bénéficiaires des projets et des programmes, ce qui est le point important, c'est d'appliquer clairement un principe de proportionnalité. Proportionnalité, ça veut dire, d'une part, en ce qui concerne la gestion, de multiplier les procédés comme les coûts standards, les choses comme ça, qui évitent de vérifier des dépenses jusqu'au centime, de savoir si le stylo-là est imputable à ce projet ou pas. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, proportionnalité dans les contrôles. C'est-à-dire une région comme le Val d'Aoste, dans la proposition de la Commission, et à mon avis, elle a toute chance de rester celle-là, une région comme le Val d'Aoste ne devrait pas faire l'objet d'un audit dans notre nouvelle proposition. D'une part, parce que c'est une petite réalité. Deuxièmement, parce qu'elle a un passé exemplaire. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Bon, évidemment, je ne garantis rien dans les propositions. Mais alors que d'autres régions, ce serait utile que les auditeurs y soient tous les 6 mois. Parce qu'on sait que c'est là que sont les problèmes. Récemment encore, un audit de la Cour des comptes européenne, c'est même pas l'auditeur du fonds au Danemark, a abouti sur un constat que, bon, peut-être, il y avait 400 € dont on pouvait discuter s'ils étaient clairement alloués. La mission de la Cour des comptes a coûté beaucoup plus de 400 €. Donc, là aussi, je veux dire, quand on sait qu'un pays comme le Danemark est géré de façon exemplaire au point de vue comptable, je veux dire, c'est quand même le pays au monde qui est où il y a le moins de fraude, oui, il est numéro 1 sur la liste de l'ONU. Donc peut-être il faut en tenir compte et se dire, est-ce que c'est la peine d'envoyer vraiment des auditeurs au Danemark? Peut-être il faut s'intéresser plus au sud de l'Italie, à certaines régions espagnoles, à la Roumanie, à la Bulgarie, bon, faire une longue liste. Voilà. Donc ça pour parler des modifications. J'en ajoute une juste pour les gestionnaires, clôture annuelle. On fera une clôture annuelle, non pas une clôture à la fin. Ça permettra aussi d'y voir plus clair. Clôture annuelle des comptes. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que je pense que c'est pas ça qui vous intéresse. Juste pour revenir sur un point, pour redescendre vers le local. Je pense effectivement que la qualité de ce qu'on peut faire avec des outils macro dépend beaucoup de l'exemplarité de ce qui se fait dans les projets pilotes, je dirais. Les projets à petite échelle et qui innovent tant par leur modalité de gouvernance, je crois que c'est tout à fait fondamental la gouvernance là-dedans, que par la prise en compte des intérêts conjoints de différents acteurs. Mais toute la difficulté, c'est de savoir comment transformer un projet pilote en politique. Bon, j'ai géré des initiatives communautaires pendant au moins 10 ans à la Commission, et donc j'ai été confronté directement à ces difficultés. On peut obtenir des résultats extraordinaires avec certaines initiatives qui sont pilotes ou qui se veulent pilotes, et se rendre compte que 10 ans après, oui, c'était très intéressant, mais qu'en est-il advenu? Moi, je suis prêt à réfléchir avec vous sur comment faire en sorte que votre expérience d'Eurodyssée, qui a l'avantage d'être limitée, donc bien identifiable, il faudrait qu'elle soit évaluée de l'extérieur, mais comment faire en sorte que déterminer quels sont les éléments clés
à la source de son efficacité pour voir qu'est-ce qu'on peut multiplier. Parce que tout n'est pas multipliable, hein. Comme je disais, ce qu'on peut faire d'intelligent pour 600 jeunes, on ne pourra pas le faire pour 6 millions de jeunes. Pas de la même façon, en tout cas. Mais si on le fait pour 600, peut-être on peut le faire pour 60 000 ou pour 600 000. Mais il faut trouver quelle est la clé et à quel coût. Donc, moi, là-dessus, je suis tout à fait ouvert à... C'est pour ça que je suis venu à cette réunion. À part l'amitié pour la région Aoste, c'est parce que ce genre d'expérience m'intéresse, et je pense qu'en tant que stratège ou gestionnaire de grandes politiques, on est intelligent que si on s'intéresse à la réalité du terrain pour la rencontrer de temps en temps. Donc, je m'engage à poursuivre une réflexion, voir comment faire en sorte que les caractéristiques de votre intervention, de votre projet Eurodyssée, puissent être généralisées, notamment au travers de l'axe coopération transnationale qui, lui, restera dans la future phase de programmation et qui est tout à fait sous-exploité dans la période actuelle, par manque d'intérêt politique, mais aussi par méconnaissance de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Eurodyssée est un bel exemple, je crois, de qu'est-ce qu'on peut faire avec cet axe. Merci. J'aime beaucoup votre conclusion. Allez-y, allez-y. Non, je disais que j'aimais beaucoup la conclusion de M. Lehn et j'y serai très attentive, d'autant plus que je suis convaincue que si la Commission européenne, avec nous et d'autres expériences, nous marchons ensemble pendant quelques temps, on aura peut-être une interpellation des jeunes Européens et une attention des jeunes Européens à notre égard plus reconnue. Donc voilà, j'ai dit chiche, et vous me trouverez avec vous, à vos côtés, pour faire en sorte que tous les programmes en direction de la jeunesse soient peut-être regardés différemment, au vu de la crise en plus, puisque je crois que c'est de ça aussi dont il s'agit. Bon, monsieur le secrétaire général, vous devez être heureux là. Merci, Monsieur Lehn. On a bien enregistré les informations, les recommandations et concernant le Fonds social européen. Merci pour cette ouverture vis-à-vis du programme Eurodyssée, comme l'a très bien souligné Madame Saban. Compte tenu qu'on a grignoté quelques minutes sur notre planning, je propose de profiter de la présence de ces mesdames et messieurs ici pour adresser éventuellement des questions. On avait prévu un débat en fin de matinée, mais vu que le temps ne nous presse pas, on pourrait en profiter déjà maintenant pour un premier tour de questions, si vous le désirez. Il y a des micro-baladeurs. Si vous levez la main, on vous amènera un micro pour que tout soit enregistré. Merci. Vous êtes vraiment pas... ça m'étonne quand même. Monsieur Bettencourt non plus n'a pas de questions à poser. Non, c'était un commentaire, c'était très intéressant de ce que nous a dit Monsieur Lehn. J'ai eu la chance de travailler avec M. Lehn il y a quelques années. J'étais gestionnaire de FSE aux Açores et on s'est rencontrés. Mais ce qu'il nous a dit aujourd'hui, c'est très important parce que ça nous donne une idée de la stratégie de la Commission et de l'Union européenne pour les prochaines années. Et donc ça nous donne des pistes de réflexion et d'action pour organiser Eurodyssée en fonction de la stratégie globale de l'Union européenne. Et c'était très intéressant ce qu'il a dit. Donc ça nous donne aussi du travail à faire à la maison et ça nous donne aussi des idées de préparation pour Eurodyssée. Et il a raison aussi de souligner que c'est vrai qu'il faut bien voir quels sont les facteurs qui marchent bien à l'Eurodyssée et qui pourraient être multipliables
Et parce que tu n'es pas transposable et on ne peut pas multiplier 600 à 6 millions, comme il a raison. On peut peut-être élargir quelque chose et pas d'autres. Et ça aussi, ça nous donne des idées pour bien voir à l'intérieur de notre équipe ce qu'il faut faire ou pas faire. Et rien que ça, c'est déjà des pistes de travail très importantes. Et je lui remercie aussi pour ces pistes de travail de réflexion. Il y a un monsieur là-bas. Antonelle. Bonjour. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour, Stéphane Berda du canton du Jura en Suisse. Donc je ne suis pas membre en tant que Suisse de l'Union européenne, mais ma question s'adresse quand même à M. Lane. Ça sera peut-être une question de béotien. Donc j'ai bien entendu la proposition de M. Lane. Comment est-ce que, concrètement, avant qu'on en discute en comité de pilotage, on peut la transformer en projet au niveau d'Eurodyssée? Est-ce que c'est un projet pilote qu'on pourrait soumettre à la Commission? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Est-ce que les régions membres d'Eurodyssée, qui sont évidemment de pays membres de l'Union européenne, pourraient se réunir au sein d'un projet pilote qui serait soumis à votre Commission? Je ne vois pas très bien comment concrètement on pourrait avancer. Et je m'excuse d'être un béotien dans ce domaine-là. Bon, tout est possible, hein, mais moi, je voyais les choses peut-être plus simplement. Je dirais, ne changez rien. Eurodyssée existe, il continue, il a sa vie propre. C'est simplement l'opportunité d'utiliser l'outil de financement qu'est le Fonds social, puisqu'il y a déjà aujourd'hui, d'ailleurs la preuve, le Val d'Aoste utilise ces taxes de son programme pour financer les stages d'apprentissage, enfin de formation, les stages en entreprise des jeunes, que ce soit les jeunes valdôtains ou les jeunes qui viennent ici. Et donc chaque région de l'Union européenne, bien entendu, peut faire de même. Ceci dit, on peut aussi penser peut-être à utiliser d'autres outils. Je veux dire, par exemple, pour la Suisse, bon, il y a des programmes Interreg. Ce serait, à mon avis, nettement plus compliqué. Mais je veux dire, c'est possible. Pour la Géorgie, là, c'est pas possible. Ou la Turquie, c'est pas possible non plus. Encore que la Turquie, c'est possible dans le cadre des budgets d'échange de jeunes de la Direction générale éducation jeunesse. Ce qu'il faut, c'est... Je veux dire, j'ai vu trop souvent dans mon expérience professionnelle des porteurs de projets qui essayent de construire un projet qui ne répond pas à leurs besoins pour simplement parce qu'il y a de l'argent disponible en appel d'offres. Je crois que ça, c'est la pire démarche possible. Donc, il faut partir. Vous avez la logique de votre projet, elle est bonne, elle a 25 ans derrière elle, donc c'est du solide, c'est du prouvé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ça bouge. Mais simplement, il y a aujourd'hui peut-être des opportunités de financement nouvelles. Et si vous voulez sortir de 600 jeunes pour aller à 6000 jeunes, c'est clair que les financements du Fonds social européen, à un moment ou l'autre, vont être nécessaires, parce que c'est les plus faciles à obtenir, puisqu'ils existent. Ils sont là, ils sont gérés par les régions, qui elles-mêmes sont les promoteurs et les porteurs de Odyssée. Donc c'est tout. Quand je disais, mais je crois que pour faire un saut quantitatif, il faut d'abord disposer d'une évaluation sérieuse. Et donc, quand je dis sérieuse, c'est une évaluation, un œil extérieur, entre guillemets objectif, sur qu'est-ce qui a fait le succès ou quelles sont les parties d'échec de l'expérience, quelle est la clé qu'il faut tourner et voir comment on peut multiplier le processus. Parce que multiplier sans avoir fait une évaluation préalable de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important dans Odyssée, vous risquez de faire exploser les coûts tout à fait inutilement. Oui, Madame Saban. Oui, moi, la question, elle n'est pas si béotienne que ça, elle est très importante. Elle est même essentielle en ce qui nous concerne. Parce que je crois que ce dont nous manquons un petit peu quand nous sommes dans des assemblées comme les nôtres ou dans des programmes un peu issus de nos régions, c'est cette coordination avec vous. Et moi, ce matin, je me félicite de savoir qu'on va pouvoir... C'est vrai que notre programme a 25 ans,
que des régions le pratiquent avec, je dirais, plus d'aisance, plus de facilité que d'autres. Mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est que nos petites régions, qui ont des jeunes qui ont besoin de références professionnelles, d'emploi, on puisse, avec la Commission européenne, et je suis sûre que les commissaires et même le président Barroso sera à l'écoute de ce programme dans la situation dans laquelle l'Europe se trouve aujourd'hui. Je pense que c'est tous ces petits cailloux. Tout à l'heure, vous avez dit que le sable absorbe toujours l'eau. Moi, j'ai presque envie de dire, quand il y a la marée, donc une crise aussi forte que nous subissons aujourd'hui, quand la marée se retire, ce sont les rochers qui restent. Et ceux qui auront été les plus solides, ce sont des programmes comme les nôtres, notamment Eurodyssée ou d'autres programmes qui fonctionnent. Donc moi, je suis... c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que j'aimais bien votre conclusion, parce que j'y vois un espoir aussi pour l'ensemble de nos régions qui, c'est vrai, se battent aujourd'hui à donner à leurs jeunes un avenir. Moi, je parcours quelques régions un peu pas très emblématiques, pas très riches, des régions qui sont très belles et qui se défendent corps et âme pour défendre leur région, mais qui surtout veulent donner à leur jeunesse et préparer pour leur jeunesse un meilleur avenir. Donc, comme je suis convaincue que l'Europe s'en sortira grâce aux régions, et que les régions sont l'avenir de l'Europe, nous sommes là. Vous pouvez compter sur nous, et je le redirai autant de fois qu'il le faudra. Je crois qu'on a besoin de s'unir et de se coordonner. Monsieur Ric... Ah non, oui, allez-y. Sí. Esther Estany, responsable del programa Eurodisea en Cataluña y una de las regiones que utiliza los fondos del Fondo Social Europeo para financiar el programa Eurodisea desde hace ya algunos años. Yo lo que quería comentar es que, bueno, hasta el momento somos pocas las regiones de Eurodisea que utilizamos el Fondo Social Europeo y que precisamente en el foro de este año se ha organizado un grupo de trabajo precisamente para dar a conocer a todas las regiones que estén interesadas en cómo se pueden utilizar estos fondos para financiar el programa Eurodisea. Por tanto, todas aquellas regiones que estén interesadas pues pueden venir al grupo de trabajo de mañana por la mañana para poder ver cómo las regiones que lo estamos utilizando, pues cómo lo hacemos. Regiones como Aosta, como algunas regiones españolas como Valencia, Cataluña, etcétera, pues pondremos a su disposición nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Y también vamos a introducir como novedad el poder utilizar los fondos del programa Lifelong Learning, programa Leonardo da Vinci, también como una fuente de poder presentar proyectos de transferencia de la innovación o proyectos de partenariado y poder trabajar para hacer difusión del programa. Todo esto vamos a tratarlo mañana por la mañana. Por tanto, ha sido para mí muy interesante la intervención desde la Comisión Europea pues, que ha hecho para el futuro y la posible simplificación de la utilización de los fondos. Muchas gracias. Merci Estelle. Quelqu'un veut répondre ou donner? Non? Alors, l'invitation pour tous ceux qui sont intéressés pour demain matin, l'atelier de travail sur l'utilisation d'autres fonds de financement pour Eurodyssée. Quelqu'un d'autre? Il y avait un monsieur, monsieur Ric. Monsieur Ric, le micro va arriver. Je vous en prie. Merci. En fait, il y aurait beaucoup non seulement de questions, mais de réponses à donner sur le terrain pour tout ce qui a été soulevé par les orateurs. En fait, j'ai deux questions. Une par rapport à ce qu'a dit notre présidente, Mme Saban, sur le taux de chômage des jeunes qui s'étale de 20 à 50% selon les pays, ce qui est énorme, énorme, énorme. Comment Eurodyssée pourrait répondre non pas à tous les problèmes des jeunes chômeurs, mais intégrer en fait, je ne sais pas d'ailleurs le nombre de jeunes chômeurs qui figurent dans les échanges entre les régions, c'est intéressant de le savoir,
et jusqu'où et pourquoi. Donc là, il faudra avoir accès peut-être à certains fichiers, je ne sais pas. Donc, M. Bettencourt, vous avez peut-être la réponse. Ma question s'adresse aussi à M. Lehne, évidemment, dans la mesure où je comprends sa prudence entre 6 000, 60 000, 600 000 et 6 millions. C'est clair qu'il faut être raisonnable en toute chose. Une autre question, puisque nous sommes en Vallée d'Aoste, et Adriana connaît mon amour pour la Vallée d'Aoste à tout point de vue, il est clair que j'ai pu constater dans toutes les régions frontalières, M. Lehne, que j'ai pu visiter en Europe et qui me sont aussi toutes chères pour des tas de raisons, en fait, il y a assez peu d'échanges là. Il y a assez peu d'échanges. Et ne faudrait-il pas, donc là, l'Assemblée des régions d'Europe, avec sa présidente, Madame Saban, puisse mieux articuler peut-être ce qui se fait au niveau des régions frontalières à travers la GEG, l'Arbeitsgemeinschaft des régions frontalières, pour que là aussi, des échanges se développent dans les espaces frontaliers. Je prends ici la Vallée d'Aoste, avec la Savoie, la Suisse, le Valais. Que se fait-il ? À ma connaissance, ce n'est pas énorme, n'est-ce pas, Adriana ? Enfin, je ne suis pas un spécialiste là, mais voilà mon autre question par rapport à tous les espaces frontaliers. Dieu sait si on a en Europe, n'est-ce pas, M. Lehne, vous qui êtes aussi un connaisseur à Bruxelles de tous ces sujets. Voilà un peu ma double question, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Voilà, Madame la Présidente. Et merci pour votre appel des taux de chômage qui sont vraiment effarants. Merci, M. Rick. Pour le taux de chômage, je crois. Vous avez quelque chose ? Je laisserai oui sur le taux de chômage, mais je voudrais dire que pour pouvoir lutter contre le chômage, il faut aussi que nous-mêmes, responsables politiques, proposions des pistes de réflexion. À l'Assemblée des régions d'Europe, j'ai demandé à ce qu'on réfléchisse avec un groupe de personnes sur les solidarités intergénérationnelles, qui sont source et création d'emplois. Elles sont création d'emplois tant sur l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes dépendantes, et à la mi-septembre, vers le 19-20 septembre, je serai à Istanbul avec notre commission 2 qui doit travailler sur toutes les questions de santé et notamment la question de dépendance. Oui, il y a des créations d'emplois de ce côté-là. L'Europe souffre justement de son manque de solidarité intergénérationnelle. Je ferai des propositions lors de l'Assemblée générale aux Açores pour pouvoir travailler en liaison avec notamment les urbanistes, les architectes, mais aussi les métiers de profession de santé, mais aussi les énergies renouvelables, parce que on peut créer de l'emploi et faire des économies de ce côté-là. Donc voilà, c'est un vaste sujet. Je suis sûre que les politiques que nous sommes devront creuser un petit peu plus, parce que c'est ça aussi, faire de la politique, c'est pas simplement siéger dans des assemblées, c'est d'aller vers des propositions innovantes qui puissent permettre à chacun d'entre nous de répondre à des questions que tout le monde se pose, et notamment celle qui est posée aujourd'hui, les jeunes et le chômage. Nous sommes dans des sociétés qui sont devenues très individualistes, qui, notamment en France, nous avons eu ce malheureux été 2003, où sur toutes les questions liées à la dépendance, nous avons eu beaucoup de morts, on s'en souvient, alors que dans les régions italiennes, espagnoles ou autres, pour lesquelles la canicule y est tous les ans, ces questions-là n'ont pas été posées parce que culturellement, les hommes et les femmes, les familles vivent ensemble. Donc nous souhaitons recréer ce lien, et j'ai demandé à un groupe de réfléchir en collaboration avec les collaborateurs de l'ARE à nous faire des propositions. La mise en place d'une coopérative, peut-être, je ne sais pas, mais nos régions pourront trouver des solutions. Et je suis sûre que nous pourrons être créateurs d'emplois. Monsieur Klipp souhaitait peut-être... Ajouter un autre point, Charles, c'est aussi un peu la raison d'être pour l'art en général, qui est liée avec la chômage. Nous savons, on a fait une grande étude sur ce contexte, que plus de décentralisation aide au développement économique.
le plus un État est organisé dans une manière centraliste, le moins il a un développement économique. Alors ça, c'est une matière qui est très sensible. Apparemment, les institutions européennes ne peuvent pas dire les États membres comment organiser leur pays. Mais nous avons vu dans le contexte de cette étude que le développement économique marche beaucoup mieux en Europe dans les pays qui sont plus décentralisés. Et c'est un des sujets importants de l'art d'être promoteur de la décentralisation. Une autre question dans ce contexte, M. Lehn, il a parlé de la relation entre le macro et le micro. L'emploi en Europe, en principe, ça se trouve dans les PME. Il y a 22 millions de PME en Europe et plus que 75% de tous les emplois se trouvent dans les PME en Europe. Bien sûr, les grandes entreprises sont importantes aussi. Il y a un tissu de coopération entre les grandes entreprises et les PME, mais encore 75% et plus de tous les postes de travail en Europe se trouvent dans les PME. Alors, c'est ça pourquoi il y a une politique même de l'Union européenne pour les PME. Mais le problème, c'est s'il y a des millions de PME en Europe, pas tous les PME sont super importants pour la croissance et pour l'innovation, mais il reste quelques millions. Ça veut dire dans des grands pays comme l'Italie, quelques 100 000 d'entreprises qui sont ceux qui vraiment font bouger l'économie. Et qui peut avoir la connaissance des entreprises qui sont tous dans des activités professionnellement complètement différemment, automécanique, life science, IT, ce sont des secteurs complètement différents. Encore beaucoup des entreprises et qui est en contact avec les entreprises là pour comprendre quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider pour la croissance, qu'est-ce qu'on peut faire pour motiver et aider des gens d'ouvrir une entreprise eux-mêmes, de créer un PME qui est en contact. Ce sont les grandes villes avec leur agence de développement et ce sont les régions, évidemment. Toutes les régions ont des agences de développement économique et là, les élus et les fonctionnaires sont en contact avec les entreprises. Et c'est eux qui peuvent comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel contexte, pour vraiment faire une différence. Et c'est ça le grand challenge entre la grande stratégie Europe 2020 de l'Union européenne, avec des idées où on veut aller, et de mettre ça en place. Et sans un engagement des régions dans ce contexte, ça ne va pas aller. Alors c'est peut-être aussi une réponse à la question de ce taux de chômage qui est là en Europe et qu'est-ce qu'on veut faire dans ce contexte. Monsieur Bettencourt, je crois que vous voulez terminer avec quelques mots. Juste dire quelques mots à propos de quelque chose qui est transversal à toute notre réflexion, qui est l'emploi des jeunes. Vous avez, monsieur Rick, bien raison, tout d'abord, d'être amoureux de Val d'Aoste, comme vous l'avez dit. Vous avez raison, c'est très, très beau. Mais, et vous avez raison de poser... et vous avez raison aussi de poser ici la question de l'emploi des jeunes, et ce qu'a souligné Madame la Présidente, avec le taux de chômage impressionnant. Je pense qu'à Canaries aussi, c'est plus de 50% de chômage des jeunes. Enfin, il y a des situations qui amènent les jeunes, ils ont raison, à pousser des cris de révolte. On peut pas ne pas avoir d'avenir. C'est terrible, ça. Donc, il faut qu'on s'en occupe. Il y a urgence, comme dit Madame la Présidente. Il faut qu'on s'en occupe. Pour voir ça, on a réfléchi pas mal. J'aimerais accepter ce qu'a dit M. Lehn à la fin à propos de la réflexion. Et s'il accepte, j'aimerais de temps en temps échanger avec lui quelques réflexions parce que ça nous passionne aussi, parce qu'il faut agir. Mais pour agir, il faut agir bien. En fait, il faut voir que l'emploi dépend de plusieurs facteurs. Facteurs de motivation, personnel, collective, aussi de contexte et aussi de compétences. Emploi, motivation, contexte, compétence, ça fait E égale MC au carré. C'est une formule assez simple.
Mais dans les facteurs compétences, Eurydice arrive là-dedans, parce que ça amène des compétences européennes, linguistiques, culturelles et de connaissances du terrain des entreprises à nos jeunes. Et c'est vrai que ça mérite d'être évalué avec un regard extérieur. Ça doit être fait. Et peut-être qu'on va très rapidement commencer à le faire. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens avec un regard extérieur qui nous viennent nous dire ce qui se passe, confirmer quelque chose ou puis dire que c'est pas comme ça. On a commencé à faire, Luis Rochelle, l'Observatoire de l'emploi des Açores, va présenter demain un projet pour avoir la trace des jeunes d'Eurydice, pour savoir ce qu'ils sont devenus, qui sont-ils, où ils sont, s'ils ont trouvé travail ou pas. On a tout un système déjà informatisé, prêt à lancer, à présenter demain à la Semaine générale, enfin d'Eurydice, ici, pour voir un peu progresser dans ce sens. Ça peut aider. Mais pour vous dire que c'est vrai, on est vraiment très intéressé, enthousiasmé, passionné par cette réflexion qu'il faut faire, parce que ça fera partie d'une action urgente qui est l'appel de Madame Sabon. Il faut agir, sinon on sera dépassé vraiment par les événements et on n'aura pas fait on n'aura pas joué notre rôle de décideur, de responsable auprès de nos jeunes. Et il faut le faire et c'est pour ça qu'il faut tout de suite commencer à le faire. D'accord. On poursuivra donc plus tard. Maintenant, 20 minutes pour une pause café dans la salle d'à côté. Dans la salle d'à côté. Donc, rendez-vous ici dans la salle à 11h. On recommence. Merci beaucoup. Bravo, c'est une excellente intervention. Oh, thank you. Ça, c'est bien, ça. C'est bien. Bravo.